à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Ailleurs dans le monde. Le 18 juin 1940, depuis Londres, le général de Gaulle lança un appel à la résistance face à l'occupation nazie, posant l'acte fondateur de la France libre. L'Afrique équatoriale française, l'AEF et le Cameroun se rallièrent rapidement à lui. Le 24 octobre 1940, il arriva à Brazzaville, dont il fit la capitale de la France libre. Enfin, le 27 octobre, le général de Gaulle annonça la création, dans le manifeste dit de Brazzaville, d'un conseil de défense de l'Empire qui allait incarner cette France libre. Mais la France libre n'a pas été londonienne en termes constitutionnels, militaires, territoriaux. Elle a été africaine, comme l'a résumé l'historien Eric Jennings au colloque du 80e anniversaire du manifeste de Brazzaville, qui s'est tenu cette semaine dans la capitale congolaise. Alors que reste-t-il de cette histoire commune entre la France et l'Afrique? Que faut-il retenir de célébration du 80e anniversaire du manifeste de Brazzaville? Pour en parler, à mes côtés, en plateau, on retrouve le politologue Dr William Aglonon. Bonjour. Bonjour Fatim. Et bienvenue. Merci. Et mon confrère, le journaliste Thomas Guessambi. Bonjour et merci d'être présent. Bonjour Fatim. Bonjour Thomas. Alors messieurs, en prélude à nos échanges, je vous propose de rejoindre Bertie Pandou, notre correspondant en liaison depuis Brazzaville. Bonjour Bertie. Comment s'est déroulé le colloque du 80e anniversaire du manifeste de Brazzaville qui s'est tenu du 27 au 29 octobre 2020? Le sommet de Brazzaville a eu la présence de 4 présidents, y compris celui qui a organisé le sommet, donc le président Denis Sassou Nguesso. On avait la présence du maréchal tchadien, Idriss Déby, le président centrafricain Archange Touadéra, le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi. Dans la capitale congolaise, il y avait des militaires dans tous les ronds-points, dans tous les boulevards. Et ça, c'était pour assurer la sécurité des invités de ce sommet. Hormis ces présidents, il y avait aussi le ministre de l'Europe français, donc Jean-Yves Le Drian, le secrétaire général de la francophonie et les premiers ministres du Gabon et du Cameroun. Est-ce que cette commémoration a suscité l'intérêt de la population congolaise? Pas du tout. Dans Brazzaville, la vie était comme d'habitude. Les gens n'étaient pas vraiment intéressés à ce sommet. D'ailleurs, les populations boudaient. Pour eux, il fallait investir l'argent qu'on a organisé ce sommet-là sur d'autres problèmes parce que le pays traverse une crise économique. Et sur les réseaux sociaux, il y a eu même des campagnes où les gens ont demandé à ce qu'on organise des sommets sur les combats, ceux qui ont combattu pour l'Afrique, tels que les André Grenard Machoua, les Mabiala Manganga. Alors finalement, que faut-il retenir de ce colloque? Ce qu'il faut retenir de ce sommet, c'est l'appel lancé par tous les chefs d'État présents, la solidarité pour combattre le terrorisme. C'est ce que d'ailleurs a réitéré le ministre des Affaires étrangères français, qui aussi a demandé à ce qu'on ne puisse pas oublier l'appel de Gaulle, qui sonne encore jusqu'à aujourd'hui pour lutter contre la montée du terrorisme dans le monde. Merci beaucoup. Merci Verdi. Alors messieurs, on va refaire un peu d'histoire. Dans quel contexte a été rédigé finalement le manifeste du 27 octobre 40? Dans quel contexte, on va dire, politique, économique mondial? Nous étions au début de la Seconde Guerre mondiale. Merci. Alors, on était en 1940. 1940, ça fait quelques mois que l'Allemagne d'Hitler avait décidé d'attaquer un certain nombre de pays européens, en commençant par la Pologne. Et puis, la guerre s'est éclatée. La France et la Grande-Bretagne, qui avaient un peu tergiversé, ont fini parce qu'ils ont concédé, ils ont tellement fait de concessions à Hitler que quand il attaque la Pologne le 3 septembre 1939, on ne pouvait plus s'arrêter. Donc ils ont décidé de lui déclarer la guerre. Seulement, dans l'évolution des affaires militaires, Hitler était beaucoup plus en avance. Et quand Hitler attaque par la Belgique un certain nombre de pays européens, il rentre facilement en France. Et déjà, au bout de 3 semaines, la France était sous domination allemande. Et à partir de cet instant, le gouvernement français, après beaucoup de tergiversations, parce qu'il y avait une grande dualité, j'allais dire, au sommet de l'État, puisqu'il y avait le président du Conseil qui était pour la résistance et le vice-président qui était le maréchal Pétain à l'époque était plutôt pour la soumission, donc pour l'armistice. Et parmi tout ce monde, il y a un sous-secrétaire d'État à la guerre qui avait été nommé 9 jours plus tôt, puisqu'il avait été nommé le 6 juin, je crois, le 6 juin 1940, le général de Gaulle, qui à l'époque n'était pas encore général de Gaulle. Donc, il décide
de négocier avec la Grande-Bretagne puisque Churchill avait mis en place une stratégie de résistance. Donc les deux s'étaient mis, enfin la France et la Grande-Bretagne s'étaient mis d'accord pour créer une sorte de ce que vous appelez l'Union franco-britannique qui permettrait du moins de faire valoir l'unité des deux peuples et par la même occasion empêcher l'armistice, donc empêcher le fait que la France capitule. Bon, ce que le gouvernement français n'a pas voulu, donc le président du Conseil donne sa démission, le maréchal Pétain le remplace, le général de Gaulle est obligé de s'exiler à Londres et c'est de là-bas qu'il va faire cet appel à un moment où... L'appel du 18 juin. L'appel du 18 juin, parce que quand il partait à Londres, il venait d'être... C'était comme un rebelle, donc on l'avait démis de l'armée, il était devenu l'ennemi public numéro 1, enfin tout au moins pour le gouvernement, donc il s'en va seul, mais il avait une chance, c'est que le Premier ministre Churchill avait décidé de ne le reconnaître que le seul représentant du gouvernement français. Donc c'était la seule personne qui était accrédité ou du moins reconnu par l'Angleterre. Donc c'était la seule autorité française reconnue par l'Angleterre. Et cette légitimité va lui permettre de faire son appel qui au départ n'a eu aucun écho. Au départ, bon, personne n'en a parlé, mais comme il le réitérait tout le temps, les journaux ont commencé à relayer et puis progressivement, ça va devenir ce qu'on en sait aujourd'hui. Alors ça, c'est le contexte français que vous venez de très bien expliciter. Thomas, quel était le contexte sur le continent africain? L'Afrique était déjà divisée? Bien entendu, et si tu le permets, nous sommes sans doute ici à une émission d'histoire, sans prétention d'être historien. Je voulais quand même partir du déterminisme qui a permis cet appel du 18 juin et ses implications en Afrique. Il y a que déjà au XVIIe siècle, il y avait eu cette conférence de Westphalie où l'idée des nations, des États se créait de façon politique. Et de Westphalie, on va aller tomber après sur la conférence de Berlin. Si vous voyez sur le schéma en Afrique, la France et l'Angleterre se partageaient les plus grands espaces en termes de colonies en Afrique. Et donc, nous arrivons au début du XXe siècle où, pour toujours ce que j'appelais la question des intérêts, la guerre de positionnement, il y a la Première Guerre mondiale qui intervient et l'Allemagne est défaite, mais on sait qu'elle n'avait pas oublié cette défaite-là. Il fallait absolument pour elle transformer cette défaite en une victoire. Mais, entre-temps, des alliances étaient tissées plus ou moins. Et donc, quand Hitler, dans sa volonté de redonner à l'Allemagne sa puissance, va attaquer le 1er septembre 1939 la Pologne, alors qu'il y avait des jeux d'alliance. Bien entendu, la France va se sentir concernée, l'Angleterre va se sentir concernée. Mais les implications pour l'Afrique, vous savez que depuis la fin du XXe siècle, non, du XIXe siècle déjà, les colonies existaient. La Côte d'Ivoire, l'Afrique de l'Ouest était déjà colonie en 1893. Donc, il y avait déjà une relation entre cette métropole, qu'elle soit française ou anglaise, et ses colonies. Et donc, ce qui va arriver, c'est que quand Hitler, dans son avancée, va entrer et marcher sur Paris en juin 1940, la concession devant cette puissance militaire devant laquelle ne pouvait pas résister la France, la concession que Pétain, le maréchal Pétain va faire, c'était de signer cet armistice qui le signant, a dit ceci: nous sommes sans doute dans une logique de reconnaître le vainqueur, mais la France sera un partenaire de ce vainqueur. Donc pour lui, ce n'était pas aussi une grande humiliation que de se sentir vaincu par l'Allemagne. Mais l'armistice ne s'est pas signé, je veux dire, dans la voiture
le wagon. Voilà, dans le wagon du Führer, juste du bout des lèvres. Mais il y avait des conséquences. La conséquence, la France a été coupée en deux. Et la partie supérieure devrait être administrée, dominée par l'Allemagne et la partie inférieure. Donc, quel patriote, et qui plus est, était le colonel d'un détachement de blindés, pouvait accepter que sa patrie, la patrie de ses ancêtres, puisse être divisée et être administrée de cette façon. Donc, le général de Gaulle, tout comme bien de Français qui fuyaient les batailles, se retrouve à Londres avec 7000 personnes. Et à l'époque, je dois dire que ce n'était pas forcément pour la tête du général de Gaulle que Churchill a agi. Il était toujours dans la dynamique des jeux, comment on appelle, des jeux d'intérêt. Et donc, pour de Gaulle, la France qu'on appelait la France libre était sans doute un mouvement qui existait, mais ce mouvement devait avoir pied sur sol. Ce sol-là, c'était où? C'était en Afrique. Mais je dois dire, il y avait l'AOF, l'Afrique occidentale française, il y avait l'AEF. Mais en AOF, il y avait un gouverneur général qui avait été nommé par Pétain. Vous avez sans doute entendu parler de l'affaire de Dakar, qui a fait échouer l'entrée à la fois des Britanniques et de Gaulle à Dakar. Ils ont été repoussés en septembre 1940. C'est comme ça qu'il va se diriger beaucoup plus tard en Afrique équatoriale française, où il va trouver naturellement cet accueil. Donc pour l'Afrique, je veux dire, si le mouvement, comme bien de mouvements politiques qui existent en ce moment, avait besoin d'un territoire, l'Afrique a été le territoire à partir duquel la France libre a été cette France-là qui a préfiguré la France que nous voyons aujourd'hui. Alors justement, plus que sur Londres, plus que la résistance en France dont vous parliez, c'est sur les colonies d'Afrique centrale qu'a reposé entre 1940 et 1943 la légitimité politique, militaire et juridique de la France libre. Mais monsieur, pourquoi persiste encore le mythe d'une résistance essentiellement londonienne et métropolitaine? Alors, merci. Je rebondis à partir de ce qu'a dit Thomas. C'est vrai que l'Afrique équatoriale française, comme il a si bien décrit, était administrée par un gouverneur qui n'était rien d'autre que Félix Éboué. Et celui-ci, dès le début, dès que la question de l'amnistie s'est posée en France et que les tergiversations entre le Brun, Pétain et puis De Gaulle étaient en cours, il a tout de suite manifesté le désir de faire partie de ceux qui prônent la résistance, comme d'ailleurs le président du Conseil qui va démissionner plus tard au profit du maréchal Pétain. Donc, c'était déjà un terrain favorable. Et quand le général de Gaulle de Londres lance son appel, en réalité, il n'avait pas assez de soutien. Il n'était pas le général de Gaulle, personne ne le connaissait pratiquement. Il était sous-secrétaire d'État, donc à la guerre. Donc c'était pas. Et surtout qu'il avait beaucoup, pendant longtemps, servi sous le maréchal Pétain. Donc hiérarchie militaire oblige, il ne pouvait pas afficher ouvertement un certain nombre de divergences. Donc, mais dans cet élan de désespoir, parce qu'en réalité, c'est de ça qu'il s'agissait, c'était un appel sans conviction. Et quand on entend, d'un point de vue historique, quand vous analysez l'audio de ce moment-là, et puis les autres discours du général de Gaulle, vous sentez que ce n'est pas du tout la même tonalité, ce n'est pas du tout le même personnage. C'est-à-dire que c'était vraiment sans grande certitude, sans grande conviction. Mais il trouve en Afrique, donc pour revenir, il trouve à partir de Brazzaville un écho favorable parce que Philippe Éboué lui dit ben, venez, je suis prêt. Et puis, autre chose et qui va déterminer rapidement la problématique, c'est que chez le général de Gaulle, à l'époque, il avait déjà une vision très géopolitique du conflit. Ce n'était pas, il ne prenait pas ça du tout comme une guerre entre la France, l'Angleterre et l'Allemagne. Il a été d'ailleurs le premier à dire dans sa déclaration qu'il s'agit d'une guerre mondiale. Donc, dans sa lecture du conflit, c'est l'humanité entière qui était concernée par ce conflit. Donc, il a anticipé et il dit, face à la force déployée par l'Allemagne, il faut une artillerie davantage plus lourde et elle ne tardera pas à arriver. Mais en disant ça, la France n'en avait pas les moyens. Donc, il comptait déjà sur les États-Unis, la Russie, et sa vision étant vraiment mondialiste, tout naturellement, sa définition de la France n'était plus hexagonale, mais beaucoup plus impériale. Donc, pour lui, c'était
tout l'Empire français qui était concerné par ce conflit. Ce n'était plus du tout une affaire de France métropolitaine. J'entends bien, messieurs, mais vous ne me répondez pas à mes questions là. Je vous demande pourquoi le mythe selon lequel la France libre a été initiée par Londres et la métropole. Pourquoi ce mythe persiste-t-il alors qu'on se rend compte qu'avec ce manifeste de Brazzaville, eh bien, tout s'est joué en Afrique? Je pense l'avoir déjà dit sur un de vos plateaux, à travers cette métaphore où la petite biche demande à sa mère, mais pourquoi dans les livres d'histoire, c'est toujours le chasseur qui gagne la partie? L'histoire est écrite par les vainqueurs? Bien entendu, bien entendu. Donc, à la fois par les vainqueurs, mais une question d'intérêt. J'ai déjà dit que dans les rapports des hommes, tout comme dans les rapports des États, la question d'intérêt. Comment est-ce que je peux disposer le maximum possible d'un espace des hommes qui sont en face de moi? Sinon, nous sommes tous convaincus que quand De Gaulle lançait cet appel, il n'y avait à peine que 7000 Français qui étaient avec lui. Et on sait très bien que cela n'a pas tout de suite là, donné des résultats probants, des résultats concrets. Il lui fallut aller, et De Gaulle lui-même, il a été militaire, mais il a été aussi diplomate sur la question. Une fois qu'il arrive à Brazzaville et qu'il prend, si on veut dire, ses quartiers à Brazzaville, il envoie une série de télégrammes à Churchill pour lui dire que ce n'est plus une ambition personnelle, mais il y a un mouvement, une organisation politique qui est sur pied. Mais cette organisation va à la fois progresser dans ce qu'on pourrait appeler un conseil qui sera une préfigure du gouvernement français. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il dit désormais à Churchill, ce n'est plus une question de vision de la guerre ou dans laquelle il faut des alliés pour gagner, mais désormais, sachez que la France libre a un espace, a un territoire. Et le territoire sur lequel je suis sera difficilement prenable à l'ennemi, à moins qu'il y ait une aviation très fournie. Donc c'est à partir de Brazzaville que Churchill prendra maintenant au sérieux cette notion de France libre qui ne repose plus sur un groupuscule de personnes, mais qui est convaincu désormais qu'il y a un territoire à partir duquel cette France libre-là pourrait s'exprimer. Oui, un petit mot là-dessus, peut-être. C'est que, en fait, le mythe commence tout de suite, avant même la fin de la Deuxième Guerre mondiale. De sorte qu'il y a eu ce qu'on a appelé le blanchiment de l'armée, puisque les forces africaines étaient allées combattre au profit de la France. Mais quand vous regardez bien les images de l'époque, quand l'armée victorieuse défile sur les Champs-Élysées à Paris, il n'y avait pas d'armée noire. Il n'y avait pas de noirs parce que, il y avait eu un argument, c'était de dire non, le climat ne leur permettait pas de se... Or, l'objectif... C'est ce qu'on a appelé le blanchiment de l'armée. L'objectif, en ce moment, c'était, pour le général de Gaulle, c'était clair, c'était de montrer que Paris a été libéré par les Français. Que les autres régions, que Toulon, que les autres régions de la France aient été libérées par les Noirs, ça ne le dérange pas. Mais il fallait montrer à la face du monde entier que Paris a été libéré par les Français. Mais ce mouvement qui commence tout doucement à partir de cet instant va engendrer beaucoup d'implications parce que, très rapidement, puisque la question des indépendances se pose, il faut réécrire l'histoire pour atténuer l'impact de cette implication des Africains. Et c'est ça qui va faire qu'on va oublier progressivement. Restons sur l'impact. Si la France libre était bel et bien africaine, force est de constater que cette Afrique n'était guère libre. Est-ce que l'effort africain était toujours consenti librement ? Ou parce qu'il y avait une domination française, ils n'ont pas eu le choix. C'est vrai que Félix Eboué faisait partie de ceux qui ont montré leur sympathie et leur soutien. Mais est-ce qu'on peut dire que les Africains qui ont fait la guerre, cette Seconde Guerre mondiale, y ont fait librement? Dans tous les cas, c'est que l'action coloniale n'a pas été comme une messe dans une cathédrale. Il y a eu des oppositions, il y a eu des révolutions, et je pense bien qu'il y a toujours un intérêt pour une action commune. Si les Africains ne voulaient pas véritablement s'engager, il y avait peut-être des manières de saboter l'enrôlement. Bon, pour vous, ils avaient le choix. Ils avaient le choix de refuser. Bien entendu, même s'ils étaient sous domination
coloniale, ils avaient quand même le choix de saboter cette action, soit sur le front ou bien avant de s'y engager. Mais tout est aussi relation politique. Vous voyez, c'est pour ça que la décolonisation aussi a été un moment de crise, parce qu'il y a le discours qu'on a tenu à ces colonies-là, avant de les engager, avant de les enrôler pour que ce soit la première guerre, que ce soit la deuxième guerre. Mais est-ce que les promesses qui avaient été faites, qui ont poussé ces Africains-là, ont été respectées après? Non. Et comme vous le dites, et qu'on a relevé tout à l'heure dans ce qu'on a dit, vous voyez, il n'y a pas longtemps, on a parlé de débarquement de Normandie qui a été un événement organisé où les grandes puissances se sont invitées, mais on a complètement oublié que c'est à partir de Brazzaville qu'il y a eu un territoire libre français et la France a été ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, revenons sur l'impact peut-être de cette situation en plein conflit sur le continent africain. Est-ce que justement de voir que la souveraineté de la France, notamment sur le continent européen, a été menacée, est-ce que ça va accélérer ou inciter l'Afrique à demander légitimement son émancipation? La participation à la guerre a beaucoup influencé les processus de décolonisation, ou du moins les revendications à l'indépendance. Parce que d'abord, il y a eu la figure, tout au moins dans l'Afrique francophone, il y a eu la figure du général de Gaulle, que les Africains ont vu à l'œuvre et ils se sont demandé, mais voilà quelqu'un, son peuple sous occupation, et il vient jusque chez nous chercher de l'aide pour se libérer. Ça veut dire que la liberté a du prix. À partir de cet instant, et c'est d'ailleurs même ça qui fait qu'il y a une forme d'admiration pour le général de Gaulle qui est paradoxale. Oui. Les Africains l'admirent beaucoup, mais pas pour les bonnes raisons. Mais la première rue à avoir été nommée de Gaulle, c'est dans les années 40 à Yaoundé, oui. La première rue au monde, avant même la France. Oui, donc en fait, les Africains étaient très admiratifs de ce personnage, non pas à cause de tout ce qu'il incarne, mais c'est voilà quelqu'un qui leur a montré le chemin qu'un peuple ne doit pas vivre sous tutelle. Donc à partir de cet instant, ça va provoquer un choc psychologique. Deuxième élément qu'on peut aussi noter, c'est la participation à la guerre qui va complètement démystifier toute cette construction mythique qu'on avait de colonisateurs. Parce que c'est vrai qu'il y avait eu la Première Guerre mondiale qui avait fait son chemin, mais à partir de la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de choses vont être démystifiées et puis les Africains vont se rendre compte que l'indépendance était complètement une anomie. Et après, il y a eu l'implication des États-Unis désormais qui vont du moins s'impliquer à partir de la Deuxième Guerre mondiale de façon constante dans les affaires de l'humanité, ce qui va faire que les Américains vont beaucoup appuyer les processus de décolonisation, comme les Russes d'ailleurs, qui vont dénoncer la colonisation. Et puis tout ça va produire les événements qu'on a eus à partir des années 50. Alors, lors du colloque qui s'est tenu donc cette semaine à Brazzaville, l'essentiel des allocutions a porté sur la volonté des intervenants de voir la France et l'Afrique œuvrer à l'avènement d'une relation nouvelle, tournée vers la solidarité et le respect mutuel. Alors, monsieur, mais quelle forme cela pourrait prendre concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut quantifier le respect mutuel entre l'Afrique et la France et la solidarité? Quels actes il faudrait poser concrètement? Il y a quand même la vue de l'esprit et il y a les actes qui doivent traduire nos aspirations, nos volontés. Et quand on regarde, moi personnellement, quand je vois le rapport France-Afrique, je trouve ça déjà déséquilibré. Qu'un pays est... soit cité avant le continent? Non, non, pas du tout. Quand j'entends par exemple un sommet, un forum, France-Afrique, je trouve déjà déséquilibré qu'un continent parle avec un pays, fût-il puissant. Mais ce que je dois dire ici, c'est que logiquement, quand on sait qu'on a été aidé par des colonies, et que c'est notre histoire à une très bonne partie qui découle de notre relation avec cette partie du globe, avec ce continent. Je pense que ce que le continent reçoit aujourd'hui de la France n'est pas à la hauteur des espérances. Donc, en question même en termes de souveraineté, vous êtes journaliste, je ne vous apprends rien, en termes de souveraineté, on voit combien de fois il est difficile pour les pays africains
d'influer sur la politique française, alors que le contraire est régulier. Donc, je pense aussi que plutôt que de penser à la providence, l'histoire du manifeste devrait enseigner ces nations-là, devrait enseigner ces pays, devrait enseigner ces dirigeants, pour dire, mais voici une guerre qui était complètement perdue, où un groupuscule, une poignée de citoyens en dehors de leur territoire qui était occupé s'organisent. Et je dois dire que ce n'est pas sur la question de la pitié que Churchill a aidé. Churchill, en aidant la France, en aidant De Gaulle, était dans les jeux d'intérêt. Donc jusqu'à ce que De Gaulle lui-même trouve le génie en lui pour rebâtir cette France libre, pour devenir encore la France qu'elle a aujourd'hui. En plus, vous parlez de la conférence à laquelle nous venons d'assister. Il y a seulement 4 présidents, alors qu'on a l'Afrique occidentale qui est là, alors que le problème de l'Afrique française n'est pas seulement aujourd'hui le problème de l'Afrique française. Il y a toute l'Afrique qui cherche son émancipation, qui cherche son développement. Est-ce qu'en allant 4 pays avec la France et souhaiter avoir une place au Conseil de sécurité des Nations Unies, on va en parler, proposition de Sassou de Nguesso, prospérer de cette façon? Donc la question reste toujours... Mais on peut se demander plus simplement quel était l'intérêt de ce colloque. On va dire que effectivement, on aurait pu croire que la France aurait porté plus d'intérêt en reconnaissant le rôle majeur de l'Afrique, mais là, on a l'impression que c'est des Africains qui s'accrochent à une histoire commune qui n'intéresse même pas la France. Ils ont emmené, c'est vrai, le Drian sur place, mais ce n'est pas le président qui s'est déplacé. Et puis, il n'y a pas eu beaucoup d'écho, de retentissement suite à cette conférence. Très bien. Alors, pour moi, ce colloque a un intérêt scientifique. C'est-à-dire, il permet d'inscrire dans les annales de notre histoire, ou du moins de nous rappeler qu'à un moment de notre histoire, il y a eu cette contribution de l'Afrique à la Deuxième Guerre mondiale, aux côtés de la puissance coloniale qu'était la France. Mais à part cet intérêt scientifique, ça n'a plus aucun autre intérêt, ni politique, ni économique, ni symbolique, ni rien. Simplement pourquoi? Parce que on a un peu l'impression que il y a une quête de reconnaissance de la part des Africains. Ce n'est pas celui qui a fait le bien qui cherche la reconnaissance. Normalement, c'est celui à qui, c'est le bénéficiaire qui aurait dû, si il y a pour qu'il y ait un effet, pour qu'il y ait des implications, il faudrait que le bénéficiaire fasse la démarche de la reconnaissance. Mais j'ai l'impression que, du moins, l'Afrique cherche un peu trop de reconnaissance. Et si l'Afrique devrait se développé de reconnaissance, je crois qu'il y a très longtemps, ce serait très développé, puisque depuis le 15e siècle, l'Afrique est pillée de façon constante par la traite des Noirs, l'esclavage, le néocolonialisme, toutes les ressources de l'Afrique, on pille tous les jours. Donc, tout le monde est redevable à l'Afrique. Mais on n'a toujours pas encore compris que ce n'est pas ça qui va servir de tremplin à notre développement. Donc, il ne faut rien attendre de ce colloque, à part que, bon, ils se sont retrouvés, j'espère que ça s'est bien passé, et qu'il y a eu des retombées d'un point de vue intellectuel. Alors, je voudrais qu'on parle encore une fois de cette histoire commune qui a des conséquences actuelles, et notamment, on a vu que le terrorisme et les multiples conflits en Afrique ont accru la présence des troupes françaises, des troupes sur le continent, qui fait naître un sentiment anti-français de plus en plus présent et exprimé par les populations locales. Alors, est-ce que ce sentiment va être prédominant dans les années à venir? Et est-ce que là aussi, c'est peut-être un retour de bâton de cette histoire commune peu glorifiée par la France? Je pense, si la France n'actualise pas ses logiciels sur la question de ses rapports avec ses anciennes colonies, les Africains qui ont été brimés hier ne sont plus les mêmes aujourd'hui en termes d'infrastructures intellectuelles. Donc aujourd'hui, il y a moins de complexe devant le français qu'un Africain peut éprouver, celui qui a fréquenté leurs écoles. Et je dois dire que la volonté de s'émanciper est une volonté inhérente à tous les peuples. Oui, et vous diront que les États africains sont indépendants depuis une 60aine d'années, officiellement. Oui, mais pourquoi, la question pour moi, c'est pourquoi est-ce que l'assistance militaire à l'Afrique devrait se manifester par la présence de forces armées, alors qu'on sait que l'Europe, pour une grande part,
comment dire, la sécurité de l'Europe est garantie par les États-Unis. Et ce n'est pas pour autant qu'on a des armées américaines dans tous les pays européens. Donc, si on veut une collaboration, bien sûr que l'Afrique a besoin d'aide parce qu'il y a des enjeux sécuritaires qui sont énormes. Mais cet intérêt ne signifie pas nécessairement une présence militaire. On peut appuyer techniquement les armées africaines existantes. Mais justement, parce qu'on se pose la question, au-delà des enjeux économiques et bien sûr les matières premières, il y a aussi, dans les relations France-Afrique, ce que vous venez de dire, on a l'impression qu'elle repose surtout sur l'aspect militaire et sécuritaire. Vous n'arrivez pas à le justifier. Pour vous, il n'y a pas de raison pour laquelle la France doit être implantée sur le plan militaire en Afrique? Non, je pense que les armées africaines ont besoin d'être appuyées en termes de renforcement des capacités, en termes techniques, enfin, de matériel. Ça, c'est normal. Et pour ça, je ne crois pas que ce soit utile d'entreposer des forces armées ici, ce qui coûte très cher à la France et aussi aux États africains. Donc, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Mais au-delà de ça, en réalité, ce qui surestime, ou du moins ce qui donne davantage d'ampleur à la question sécuritaire, c'est les enjeux de développement. Si l'Afrique n'avait pas de sérieux problèmes de développement, on n'est pas des animaux, on ne s'entretuerait pas. Donc je crois que c'est les enjeux de développement qui cristallisent, qui doivent davantage cristalliser un partenariat en faveur du développement de l'Afrique. Un dernier mot de la part de Thomas sur cette relation basée sur l'aspect militaire et sécuritaire. Fatim, d'un point de vue littéraire, d'un point de vue catholique, d'un point de vue angélique, il ne devrait pas avoir de positionnement de forces françaises. Mais elles ne sont pas seulement que les forces françaises. Vous voyez très bien les forces américaines dans le Golfe, un peu partout. Il y a une réalité stratégique qu'on ne devrait pas occulter, la géostratégie. La géostratégie, la domination de l'espace, de la terre, de l'eau, de sous-sol. Mais cette domination se fait comment? Elle se fait par la puissance militaire. Donc je ne pense pas que ce soit au cours d'un gala que toutes ces forces-là quitteront les pays tant que la question des intérêts des grandes puissances est en jeu. Merci Thomas, c'est la fin de cette émission, messieurs. Merci pour tous vos éléments de réponse. On se quitte sur cette célèbre citation de De Gaulle que j'affectionne particulièrement, qui est pleine de vérité. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts, de Charles de Gaulle. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission spéciale consacrée à l'élection présidentielle américaine. D'ici là, prenez soin de vous.